je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur notre émission sur Tandem TV, Asbara en tandem avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonsoir Stéphanie. Tout va bien? Impeccable, content de te retrouver pour une nouvelle chronique. Une nouvelle chronique qui s'annonce particulièrement intéressante puisque nous allons parler aujourd'hui des Juifs yéménites. La communauté juive yéménite étant la première qui s'est installée dans ce qu'on a qualifié de nouveau Yishuv en 1881. Donc on va revenir un peu en arrière pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette communauté yéménite. Quand on parle des Yéménites, on a l'impression que c'est une communauté un petit peu moyenâgeuse, au fin fond du Yémen. Alors déjà, c'est où le Yémen? Alors le Yémen, c'est au sud de l'Arabie Saoudite. Il y a le Yémen, Oman, la mer Rouge, donc c'est vraiment à la pointe. À la pointe, en face de l'Éthiopie. Exactement. Donc cette communauté de juifs yéménites, elle était composée de trois familles. Il y avait la famille Bladi, la famille des Chami et la famille des Talmidei Arambam. À quelle époque on est là quand Alors, tu il parles faut de ces bien trois comprendre familles? que ce qui est très spécifique des Yéménites, c'est qu'ils sont arrivés assez tôt, aux alentours du IIe siècle, peu de temps après la destruction du deuxième temple. Ils sont venus s'installer au Yémen et ils vivaient là au milieu de bédouins qui n'étaient bien sûr pas musulmans. Et il y a un roi qui s'appelle le roi Himyar qui avait... On est à peu près 500 ans avant le début de l'islam. Ah, complètement. Voilà, oui, on est au IIIe siècle. Des bédouins arabes non musulmans, puisqu'il n'y a pas Complètement. d'islam. Absolument. Et effectivement, ils vivent de manière un peu, j'imagine, dans le style Nomade. bédouin, nomade, Complètement. dans les conditions du désert. Exactement. Et donc on a un roi local. Un roi, alors c'est un roi d'une tribu très importante qui s'appelle le roi Himyar. Et ce roi a conscience, un peu de la même manière que Clovis a eu conscience en France qu'il fallait un peu fédérer toutes les familles et les clans et les tribus. Il comprend que pour fédérer tous les clans et les familles du Yémen, il a besoin de quelque chose qui les rattache. Et à l'époque, il a deux solutions. Ou bien se convertir au christianisme, ou bien se convertir au judaïsme. Et ne voulant pas tomber sous la coupe de l'Empire byzantin, il décide de se convertir, lui et son peuple, au judaïsme. Donc on a au Yémen une communauté juive qui venait effectivement de Cham, les Chamis, et les Bladi, c'est-à-dire ceux qui habitaient au Yémen et qui se sont convertis et qui ont donc permis la perpétuité un peu et l'augmentation de la communauté juive yéménite au Yémen. Cette communauté, donc, elle va se développer au fur et à mesure et contrairement à ce qu'on pense, c'est une communauté qui avait de très nombreux contacts avec les autres communautés juives du monde, notamment le Rambam. Donc le Rambam Maïmonide, c'est un philosophe juif, médecin, un très grand commentateur de la Torah. Il a également scientifique, astronaute, qui était le médecin en Espagne du roi... je me rappelle plus de son nom. Du roi espagnol. Et ce Rambam visitait très souvent les communautés juives du bassin méditerranéen jusqu'au Yémen. Et son enseignement a particulièrement marqué la communauté yéménite. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de cette communauté qui s'appelle les Talmidei Arambam. C'est-à-dire les étudiants du Rambam. C'est-à-dire qu'ils suivaient, parce que le Rambam avait ce qu'on appelle écrit les 13 articles de foi. Et dans ces articles de foi, il développe un petit peu tout ce qui a trait comment être un vrai juif, Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, je crois d'une foi profonde que Dieu est le seul et unique Dieu d'Israël, etc., etc. Et aussi une notion messianique. Maïmonide est un des premiers qui a insufflé un petit peu cette notion messianique dans le judaïsme, outre la Kabbale qui s'est développée plus tard. Donc on est au XIIe siècle. Exactement. Ensuite, en plus, il va s'installer en Égypte, puisqu'il va être le médecin personnel de Saladin. Exactement. Donc proximité géographique qui va aussi jouer dans sa relation avec les Yéménites. Et donc cette communauté qui va se développer au Yémen, les étudiants du Rambam. Exactement, elle se développe au Yémen. Donc bien sûr au début jusqu'au VIe siècle, elle se développe de manière tout à fait sereine. Avec l'arrivée de l'islam, ça va commencer à être un petit peu différent.
D'abord parce que Mahomet a déjà un petit contentieux avec les tribus juives, puisqu'elles ont refusé de se convertir à l'islam et qu'il a été obligé d'aller chercher ailleurs les tribus qui voudraient bien le suivre. Tu sais qu'au départ, il a tenté effectivement de se rapprocher des Juifs, à tel point que pendant plus d'1 an et demi, les prières se faisaient en direction de Jérusalem et que le jour de Kippour était respecté. Et puis voyant que ça ne prenait pas, il s'est tourné vers d'autres communautés nomades. Voilà, et là, ça a été plus compliqué pour les communautés juives de la région. Ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué, bien sûr, au fur et à mesure. Malgré le fait qu'ils étaient installés depuis toujours, ils ont commencé à subir des brimades, des vexations, le statut de dhimmi, etc., etc. Et ça a commencé vraiment à évoluer au fur et à mesure en fonction du roi, en fonction de l'ambiance générale, en fonction des besoins du sultan, du vizir, des besoins financiers. Leur situation va évoluer exactement de la même manière que partout dans le bassin méditerranéen, en Palestine également. Donc voilà, leur situation va vraiment évoluer en tant que juifs du Yémen, même s'ils étaient installés là depuis toujours. Alors la particularité en fait des juifs du Yémen, c'est que comme ils étaient installés depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, ils ont acheté des terrains pour construire leurs maisons, leurs synagogues, leurs quartiers. Et au XVIIe siècle, en 1657, il va y avoir un petit contentieux avec le Waqf. Alors, pour que tout le monde comprenne un petit peu ce que c'est le Waqf, c'est une organisation qui est présente dans tous les pays musulmans et qui est chargée de récolter l'argent, les dons, les biens pour les dispatcher aux nécessiteux et pour assurer notamment que les biens qui appartiennent à l'islam restent en islam. Et le Waqf considère que les terres qui avaient été données par le roi Himyar notamment, donc 1500 ans plus tôt, exactement, sont des terres qui ne leur appartiennent pas, et donc ils doivent ou bien les racheter, ou bien s'acquitter d'une rente mensuelle. Alors bien sûr, c'est un vrai problème parce que même si c'est une communauté qui s'est développée au fil des siècles, c'est une communauté qui est pauvre, qui est vraiment très religieuse, et donc cette communauté se retrouve à devoir rechercher dans les archives une preuve d'achat de construction, une preuve d'achat de terre. Alors pour certains, ils arrivent à prouver et à être exonérés en fait de ce paiement. Il y en a d'autres qui sont obligés de payer et qui préfèrent s'exiler. Donc on a un premier départ des Juifs du Yémen. Il y a un premier départ, mais c'est vraiment un départ à titre individuel. C'est pas un départ groupé, exactement. Par contre, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que se développe dans le monde arabe à partir du XVIIe, XVIIIe siècle une résurgence des accusations de crimes rituels. Donc ça apparaît en Égypte, ça apparaît en Libye, en Syrie. On accuse les Juifs de tuer les petits-enfants pour prendre leur sang. Quand on connaît l'interdiction totale de consommation de sang dans le judaïsme, c'est juste une hérésie de penser quelque chose comme ça. Mais bon, toujours est-il qu'ils les accusent. Et donc, ça va durer longtemps, ces accusations. Ah oui, ça va durer plusieurs siècles. Rituels. Et ça va faire intervenir un peu partout dans l'Empire ottoman, des gens juifs ou pas, pour défendre les juifs et tenter L'affaire de Damas fait partie des grandes affaires avec des juifs accusés. Tout à fait. De crimes et à l'époque, rituels. Laurence Oliphant, qui n'était pas juif, qui était un Britannique, mais qui avait compris déjà l'importance de la terre d'Israël et le fait que c'était une hérésie d'accuser les juifs de consommer du sang, avait essayé de les défendre. Enfin, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'au Yémen, il se passe exactement la même chose. Des accusations. Ils ont beau essayer d'expliquer, malheureusement, ça ne fonctionne pas. S'ajoute à cela des famines, une crise politique et une crise économique qui ne leur permettent plus de vivre de manière sereine au Yémen. Et là, ils décident en groupe de quitter le Yémen et de partir en Palestine. Alors, il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles ils ont eu cet élan pour partir en Palestine, c'est grâce au journal Hamagid. Alors Hamagid, c'est assez amusant parce que c'est un journal juif qui existait aussi bien en Ukraine qu'au Yémen.
Et c'était un journal, il s'appelait Amagid, on peut le En hébreu? Alors, hébreu ou yiddish ou judéo-arabe, mais il porte le même nom. Et il existe dans plein de communautés comme ça, pourtant très éloignées. Et dans ce journal Amagid, les Yéménites apprennent qu'il y a des Juifs qui ont acheté des terres et le sultan ottoman permet à certains de venir rejoindre la terre d'Israël, qui s'appelle à l'époque donc Palestine. Et pour eux, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc là, on est quoi, au 19e siècle, c'est ça? Voilà, fin 19e siècle, on est 69, 70... Ouais, même 1875. Et ils partent, et l'année critique de cette arrivée, c'est en 1881, c'est ce qu'on appelle la première alia, parce que le terme alia apparaît vraiment à ce moment-là, c'est la première alia, la alia des Yéménites qui arrive à Jérusalem. Alors, par rapport à ça, il y a deux choses. Moi, j'avais vu que sur les Yéménites, un peu avant cette première alia, il y avait eu un mouvement beaucoup plus faible, mais un mouvement de juifs yéménites qui avaient quitté le Yémen parce qu'ils avaient réappliqué la loi sur les orphelins. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Résurgence d'une loi qui disait qu'un enfant de moins de 13 ans qui est orphelin est converti de force à l'islam. Incroyable. Parce que Mahomet est censé être le protecteur des orphelins. On imagine le taux de mortalité qu'il pouvait y avoir à l'époque, donc énormément d'orphelins, donc beaucoup d'orphelins juifs convertis de force, et donc du coup, des familles qui décident de partir pour éviter, exactement, pour préserver leur identité. Et quand tu dis première alia, effectivement, l'alia des Yéménites, on est dans cette année-là, on en parle excessivement peu dans les livres d'histoire. La première alia, on parle des amants de Sion, on parle 1881, ces juifs de Russie, religieux, ces familles qui arrivent et qui font Rosh Pina et Zichron Yaakov, etc. On parle très peu de l'histoire des Yéménites qui sont arrivés au même moment. Qui sont arrivés et qui donc vont s'installer dans un petit quartier très spécifique qui est le quartier de Shimon HaTzadik. Alors, on est à Jérusalem? À Jérusalem, bien entendu. Alors, ils vont s'installer plus précisément à Shimon HaTzadik et à Kfar Shiloach. Pourquoi? En fait, de la même manière qu'on peut imaginer que la vieille ville de Jérusalem est aussi grande que la place de la Concorde à Paris, eh bien, toutes les tombes qui sont liées au peuple juif, aux saints, elles sont vraiment regroupées dans un mouchoir de poche, on dirait. Il y a Sanhedria, où il y a toutes les tombes des anciens sages du Sanhédrin. Il y a la grotte du Ramban. Alors, si on le situe géographiquement, on est au nord de la vieille ville, nord, exactement. Juste après la porte de Damas. Exactement. Vraiment, c'est dans une espèce de vallée. Il n'y a absolument rien, mis à part donc cette grotte, ce qu'on appelle le tombeau des rois. La tombe de Shimon HaTzadik. Alors pourquoi particulièrement Shimon HaTzadik? Donc la traduction en français c'est Simon le Pieux. Ça fait très très chrétien quand on dit ça. Mais Shimon, en fait c'était c'est le 8e grand prêtre du 2e temple. Et il avait une phrase très 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 symbolique de sa façon d'être et de l'importance qu'il a pris, puisque tout le monde connaît les maximes des pères. Et la phrase qu'il disait, c'est une phrase qui a été rajoutée, qui est écrite dans les Maximes des Pères et qui a été rajoutée dans la prière du matin et que tous les enfants connaissent. Et d'ailleurs, les miens ont chanté ce Pirkei Avot. J'étais très très émue. Shimon HaTzadik considérait que le monde tient sur 3 choses: la Torah, le service de Dieu et les bonnes actions. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que, comme on dit, Derech Eretz Kidma la Torah, le savoir-vivre précède la Torah. Et bien déjà à l'époque, Shimon HaTzadik, il avait la conscience que bien se comporter, bien agir et en même temps respecter les mitzvot, c'était ce que tout juif devait faire. Et donc, ce grand sage, il est enterré donc à Jérusalem dans une toute petite grotte qui s'appelle la grotte de Shimon HaTzadik. Les Juifs ont eu la possibilité, donc le comité séfarade et le comité ashkénaze à Jérusalem, qui était installé déjà depuis plusieurs années, puisque, petit aparté, la communauté juive, tant de Jérusalem que d'Israël, ne date pas de 1880 ni du début du sionisme, puisque ce qu'on appelle le nouveau Yishuv, ce serait plutôt, il faudrait le qualifier plutôt de Yishuv moderne.
n'est que la prolongation de toutes les familles, les groupes de manière individuelle ou organisée qui sont venus s'installer depuis la destruction du temple jusqu'en 1881. Voilà, présence continue des Juifs et à certaines périodes, notamment à partir de l'Inquisition, tout à fait. Communautés séfarades qui vont développer la communauté juive en Israël. Donc c'est un mouvement continu qui s'est accéléré par période jusqu'à la première Aliyah où là, effectivement on parle de milliers de Juifs qui arrivent. Un tout petit exemple des chiffres pour comprendre, c'est qu'en 1884, quand les Juifs yéménites sont installés, ils représentent à peu près 800 personnes. En 1930... Sur quoi? Sur Jérusalem? Sur Jérusalem sur Jérusalem. Et juste les Yéménites, okay. 50 ans plus tard, ils sont 2500. Il faut vraiment comprendre que c'est... Pourquoi? Parce que c'était des Juifs qui étaient orthodoxes, pour qui, alors qu'ils étaient... Il faut quand même bien réaliser qu'ils sont installés au Yémen depuis l'an 250, 300, on est en 1880 et ces Juifs installés au Yémen depuis toujours n'ont jamais oublié ni d'où ils venaient, ni que n'importe quel Juif doit habiter la terre d'Israël et surtout Jérusalem pour être au plus proche du Saint des Saints, des tombes de tous les saints, puisque malheureusement il ne restait plus que cela, puisque le Sanhédrin a disparu depuis déjà plusieurs siècles, mais pour essayer de se rapprocher au maximum de leurs origines. Alors, on ne s'en rend pas compte, ce chiffre est très important, parce qu'à l'époque, la communauté juive de Jérusalem, c'est quelques milliers de personnes en fait. Oui. Donc 800 sur quelques milliers de personnes, c'est une partie c'est beaucoup. Très importante. Et en fait, on y reviendra un petit peu par la suite, mais la démographie de Jérusalem, comme la démographie d'Israël, va évoluer de manière conséquente à partir de 1880. Juste pour vous redonner un ordre d'idée, il y a un écrivain historiographe qui s'appelle Dominique Perrin qui a écrit un livre fascinant qui s'appelle Israël-Palestine, une terre pour deux peuples, dans lequel il explique effectivement que c'est très difficile de donner des faits et de pouvoir faire passer un message parce qu'il y a toujours une tendance à tirer la couverture d'un côté ou de l'autre, mais d'un point de vue démographique, en 1880, il y avait en Palestine 280 000 personnes. C'est rien du tout. Cette population, elle est passée à 700 000 en 1914. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation de l'Aliyah et des Juifs qui sont arrivés de manière conséquente, qui ont développé cette région, que ce soit Jérusalem ou que ce soit tout Israël, et ce développement a induit d'autres personnes à venir également en Israël très forte. De tout le bassin méditerranéen. On parle en 40 ans quasiment d'un triplement de la population. Si on imagine, on parle de la France, on imagine qu'en 2060, il y a presque 200 millions de personnes. Enfin, il faut se rendre compte des chiffres. Oui, c'est vraiment impressionnant, c'est crescendo. Et aussi des territoires perdus, non pas de la République, mais de l'Empire ottoman. Puisque l'Empire ottoman qui commence à être en décroît, mais il faudrait y revenir un petit peu plus spécifiquement, mais l'Empire ottoman dominait la Palestine ainsi que beaucoup d'États de pays du bassin méditerranéen. Il est en recul petit à petit. Il y a ce qu'on appelle les territoires perdus de l'Empire ottoman, notamment en Albanie, Caucase, et il y a de plus en plus de gens qui viennent de ces pays en Palestine se réfugier. Donc tout ça, ça participe à l'augmentation. Il n'y a pas véritablement de peuple qui habite à cet endroit, qui ait une culture commune, une langue commune. D'ailleurs, il y a des villages où on ne parle même pas arabe. On parle le turc. Bien sûr. Et les Juifs arrivent dans ce cadre-là. Donc les Yéménites dans ces communautés, c'est une des communautés parmi toutes ces communautés. C'est une des communautés parmi ces communautés qui donc s'installe à Shimon HaTzadik, qui bénéficie de l'achat de terres de construction qui sont faites et par le comité séfarade et par le comité ashkénaze à Jérusalem. Donc ils achètent les terres pour eux. Exactement. Et eux les cultivent. Et c'est très intéressant parce qu'on a des photos qui sont prises justement de cette époque où on voit distinctement les maisons qui sont construites, qui sont des maisons d'architecture très occidentale, pas du tout les maisons arabes ou ottomanes qu'on peut imaginer. Il y en a évidemment très peu. On trouve beaucoup de photos de fêtes puisque la vie des Juifs à Jérusalem, elle s'articule autour des saints et on a des fêtes de Lag BaOmer, de plein de fêtes de Hilulot de saints où on voit des centaines de personnes qui marchent, qui défilent avec des enfants en tête, qui tiennent un drapeau avec une étoile de David. Il faut imaginer qu'on ne parle même pas à l'époque du drapeau d'Israël, mais simplement
des Juifs qui vont faire la fête, faire une hiloula, là où ils doivent être, c'est-à-dire auprès des saints pour essayer de retirer un petit peu de leurs bénéfices. Donc c'est eux qui vont faire vivre la communauté juive, qui vont développer ce quartier qui était quasiment inhabité. Complètement inhabité. On a deux... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il y avait des Arabes qui habitaient là, des Bédouins, et il y a notamment un minaret, un seul, qui s'appelle le minaret de Jarrah. C'est du cheikh Jarrah. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, c'était un médecin qui a soigné et sauvé la vie d'un sultan. Et pour lui rendre hommage, on a installé un minaret là où il est enterré. D'accord. Il se trouve que c'est à côté. Alors c'est très intéressant parce qu'on se dit quand même, un médecin qui a sauvé la vie d'un sultan, on s'attend à ce que ce soit développé, ce soit décoré, qu'il y ait plein de gens qui habitent autour. Et bien pas du tout. On a des photos. Alors c'est assez rigolo parce qu'on trouve des photos par exemple de 1900 et de 1940, c'est la même chose. On a le minaret, une terre complètement aride, des chèvres et un bédouin. Non mais vraiment, c'est-à-dire que je m'y suis même reprise à 2 fois pour vérifier que je ne m'étais pas trompée et que c'était pas... Non, c'est bien marqué. La même photo avec 2 dates différentes. Non, on voit bien que c'est pas les mêmes. Alors il y en a une d'un côté et l'autre de l'autre, mais bon, c'est assez intéressant. Et donc la vie de ces Juifs, en fait, va se faire de manière très sereine. L'entre-deux-guerres se passe tranquillement? Pour l'instant, oui, jusqu'en 1915. Ok. 1915, ça commence un petit peu à sentir mauvais pour la communauté juive de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que l'Empire ottoman, qui est en perte de vitesse, en fait, il faudrait expliquer un petit peu, c'est que les Ottomans, pendant la guerre de 14-18, n'ont pas misé sur le bon cheval. Ils se sont alliés avec les Allemands au lieu de s'allier avec les Britanniques et les Français. Et du coup, les Britanniques et les Français étant vainqueurs, eh bien, ils vont commencer à se diviser le gâteau de l'Empire ottoman. Alors, c'est à peine en train de se mettre en place, mais les Britanniques, ils ont bien compris qu'ils avaient une épingle à tirer dans la région de la Palestine, puisque on a d'un côté les Juifs qui ont petit à petit fait part de leurs ambitions de renouveau de leur patrie ancestrale, ce qu'on va appeler plus tard le foyer juif, et également des Arabes qui voudraient un petit peu reprendre le dessus, alors que ça fait 600 ans que les Arabes ne sont pas du tout... Enfin, ils étaient en Arabie Saoudite, ils avaient conquis des pays du bassin méditerranéen, les Ottomans ont pris la main, ça fait 6 siècles quasiment que les Ottomans ont pris la main, les Arabes, ils ont pris leur parti, effectivement, parce que, comme c'était quand même des musulmans, il y avait un respect certain, mais les Arabes ont toujours tenu rigueur aux Ottomans pour la situation et surtout le fait que les Arabes ont connu une défaite vis-à-vis des Ottomans. Donc là, c'est l'occasion. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent, comprenant qu'ils ont plus à tirer de bénéfices avec les Arabes qu'avec les Juifs, ils font comprendre aux Arabes que, écoutez, si vous voulez vous installer ici, si vous voulez développer votre nationalisme, il n'y a aucun problème, on va vous aider. Faites attention avec les Juifs parce que les Juifs, ils ont aussi envie, donc ça va commencer à être problématique. Et effectivement, ça commence à être problématique puisque les Juifs qui habitaient là-bas de manière totalement sereine, il faut quand même imaginer, c'est pas du tout l'ALIA de 1930, 1940, où il y a des groupes qui sont organisés, où Tel Aviv est développé, où on a l'Irgun, le Léri. Pas du tout. Là, c'est vraiment des familles orthodoxes, pacifiques, qui ne demandent juste qu'à vivre sereinement sur la terre de leurs ancêtres. Et malheureusement, ils vont commencer à subir des attaques de la part des Arabes. Le problème, c'est que les Juifs, ils n'ont pas encore conscience de ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Ils ne prennent pas la mesure en fait de ce qui se passe et ils continuent à vivre en espérant que la vie va continuer à se dérouler tranquillement à Shimon HaTzadik sans aucun problème. Donc là, on est dans la période du mandat britannique et les Anglais, globalement... Le tout début du mandat britannique, D'accord. Le tout début, mais les Anglais ont déjà fait leur choix. Ok. Voilà. Alors, et en fait, cette communauté n'est absolument pas au courant de tout ce qui se passe. Eux, encore une fois, ils habitent là, ils voulaient juste être sur cette terre, ils n'ont rien demandé à personne. C'est assez drôle parce que en 1945, donc on n'est pas encore dans l'État d'Israël, il
il y a ce qu'on appelle une demande de chikoun qui est faite. Le chikoun, c'est un peu l'équivalent d'un HLM en France, des habitations à loyer modéré. Et en fait, la communauté yéménite demande à l'agent juif de Jérusalem de bien vouloir construire des habitations pour la communauté yéménite qui habite là-bas, parce que c'est une communauté qui s'est développée, qu'il y a très peu d'habitations. Ils n'ont pas les moyens pour aller vivre en dehors de ce quartier dans Jérusalem qui se développe, c'est vrai, mais ils veulent rester là où ils sont. Et malheureusement, cette demande de chikoun ne va pas aboutir parce que on sait maintenant que ça sent pas très bon et qu'il va y avoir la guerre et que ça va être de plus en plus compliqué et que ça vaut pas la peine de construire alors qu'on sait que ça risque d'être détruit quelques temps plus tard. Et c'est exactement malheureusement ce qui va se passer en 1948. C'est-à-dire qu'en 1948, les Juifs yéménites qui habitaient là depuis 80 ans, à peu près, ouais, 60 ans. On a une idée des nombres à peu près de cette période-là? C'est quelques milliers de personnes. Oui, c'est quelques milliers de personnes. C'est pas une très grosse communauté, mais ça reste quand même une communauté visible, une communauté qui s'est développée, qui a développé son quartier, et surtout une communauté qui va être complètement rasée du secteur en 1948. C'est-à-dire qu'en 1948, la guerre éclate à l'initiative notamment de la Légion arabe qui vient de Jordanie contre le tout nouveau État d'Israël. Il va détruire et raser tout ce qui est juif. Alors, il faudrait quand même reprendre un petit peu la géographie de l'époque. En 1948, lorsque les Britanniques se retirent de la Palestine et que l'ONU accorde un État juif et un État arabe, l'État d'Israël est divisé en plusieurs parties. Il y a une petite partie qui est la bande de Gaza, une petite partie qui est la Judée-Samarie, puisque ça ne s'appelle pas à l'époque Cisjordanie, et le reste des territoires qui sont attribués à Israël. Les Juifs sont tout à fait contents, ils ont enfin un État, ils disent oui, les Arabes refusent, et la Légion arabe, notamment l'Égypte et la Syrie, rentrent en guerre. La Jordanie rentre en Judée-Samarie, elle arrive à conquérir toute la Judée-Samarie jusqu'au Kotel, jusqu'au mur des Lamentations, et elle va annexer toute cette partie. Les Juifs, quant à eux, arrivent à conquérir l'autre côté de Jérusalem à peine au mur des Lamentations où ils ne pourront pas accéder. Et à partir de là, tout ce qui est du côté jordanien est détruit. Shimon HaTzadik, toutes les tombes, tout ce qui était autour de Shimon HaTzadik, les maisons, synagogues tout, et lieux absolument, de pèlerinage. Tout ce qui est, que ce soit ici ou que ce soit même dans la vieille ville, la Khourva, qui est une synagogue qui date à la base du 8e siècle. Et elle a été reconstruite au 17e. C'est une synagogue qui a été reconstruite détruite et reconstruite incessamment. Elle va être bombardée. Tous les sites religieux vont être détruits. Pour la petite anecdote qui n'est malheureusement pas très drôle, les Jordaniens vont casser les tombes en marbre du Mont des Oliviers pour aller construire l'hôtel intercontinental qui se retrouvera à Jérusalem-Est. Donc il faut quand même imaginer la profondeur de la violence qui est faite. Alors donc eux, les Juifs, ils sont jetés dehors, ils n'ont pas où aller. Il y a d'ailleurs des photos qu'on peut aisément trouver de la Croix-Rouge qui essaye d'aider ces familles qui sont jetées dehors manu militari. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les Yéménites, ils revivent à plusieurs siècles d'intervalle la même chose qui s'est passée au Yémen en 1647. C'est-à-dire en 1647, le Waqf a décidé que ah non, les terres sur lesquelles vous habitez, ce n'est pas les vôtres, il va falloir payer pour. Et là, ils ont acheté des terrains, on leur a donné, c'est clairement notifié contractuellement, et on leur dit encore à nouveau de partir et de quitter les terres sur lesquelles ils étaient installés. Sauf que, et c'est là où ça devient un petit peu intéressant, c'est que les Jordaniens, on ne sait pas pourquoi, décident de mettre tout par écrit, de manière à ce que ce soit très clair. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces terrains et quelle utilité ils vont en avoir. Et on a trouvé donc un extrait de contrat qui a été signé entre la Jordanie et l'UNRWA. D'accord, l'UNRWA, que vous compreniez bien, c'est une organisation qui a été spécifiquement créée par l'ONU pour venir en aide aux réfugiés arabes de Palestine. Ça ne s'est jamais vu nulle part, dans aucun autre pays, ni en Yougoslavie, ni au Rwanda, ni même pour aider les Juifs qui ont été jetés comme des malpropres des pays arabes, uniquement pour les réfugiés arabes, non pas palestiniens, mais arabes, de Palestine. Eh bien, ils signent un contrat dans lequel, j'étais absolument outrée de le lire, mais visiblement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant,
qu'ils allaient construire sur d'anciennes propriétés juives ennemies des habitations pour les réfugiés qui en auraient besoin. C'est quand même magnifique. C'est-à-dire que les Allemands, il faut imaginer quand même ce qu'ils font, c'est exactement la même chose qu'ont fait les Français avec les biens juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que eux, les Français, ils ne se sont pas dit quand même on va tout noter et mettre noir sur blanc, on vole les appartements de la famille Bloch et de la famille je ne sais quoi pour la donner au concierge. Et bien les Jordaniens, eux, ils ont fait ça. On vole les biens des Juifs, on le met noir sur blanc et ça ne pose de problème à personne. Donc on a plein de registres avec les maisons de ces familles. Tout à fait, exactement. Il y a un registre avec noté, mais noir sur blanc, et c'est signé par le représentant jordanien de l'UNRWA et par la Jordanie. Et tu te dis, enfin, c'est le monde qui marche sur la tête. Heureusement, les Juifs, ils avaient quand même des contrats d'achat, des propriétés, des terres. Ça n'a servi à rien. Mais par contre, ça a servi des années plus tard. Parce que, en fait, toute cette histoire, elle a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Aujourd'hui, personne ne connaît le quartier de Shimon HaTzadik, ni de Kfar Shiloach. Kfar Shiloach, ça s'appelle aujourd'hui Silouane. Silouane, Siloué, le bassin de Siloué. On peut chercher, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur le sujet. Et le quartier de Shimon HaTzadik, aujourd'hui, s'appelle le quartier de Sheikh Jarrah. Vous savez, la petite mosquée dont on a parlé avec les petites chèvres autour. Eh bien, ça, c'est un quartier dont on a pas mal parlé ces derniers mois. Eh bien, en fait, on a le grand remplacement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des biens juifs, des synagogues, des maisons, des familles qui sont installées. Et tout ça, on le rase, on l'efface et on le remplace par un nom arabe. Ce qui est dommage pour eux, c'est que toutes les familles qui avaient des contrats stipulant qu'ils avaient acheté et les maisons et les terrains ont pu faire prétendre leurs droits à partir de 1967. Quand les Israéliens ont reconquéri la Judée-Samarie, alors pour la petite anecdote, juste qu'on comprenne bien, c'est que le terme de Cisjordanie, il a existé uniquement à partir du moment où la Jordanie, elle a conquis la Judée-Samarie. Avant, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait rien du tout, c'était la Judée-Samarie. En 1967, ils arrivent à reconquérir la Judée-Samarie. Et là, toutes les familles qui peuvent enfin retrouver leurs biens et faire jouir de leurs droits arrivent et font appel. Alors, parfois, ils arrivent à reprendre leur maison, parfois pas, parce que bien évidemment, il y a des Arabes qui y habitent, mais ils font appel à la justice. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va prendre du temps. On va aussi rappeler qu'à partir de 1967, guerre des 6 jours, quand Israël va récupérer Jérusalem et libérer toute une partie du pays, eux ne vont pas expulser tous les Arabes et que tous ceux qui sont dans cette partie-là, au nord de la vieille ville de Jérusalem, vont rester. Exactement. Et c'est les descendants qu'on a aujourd'hui. Et les conflits qu'on a aujourd'hui se font entre ces Arabes qui habitent ces quartiers-là et d'anciennes familles yéménites qui ont été expulsées, qui ont des droits de propriété et qui demandent à retourner dans leur maison. Alors il y a aussi des familles yéménites et des familles ashkénazes parce que le comité ashkénaze avait aussi acheté et laissé les familles juives habiter pour un loyer. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on reproche aux familles juives de reprendre leurs biens. C'est quand même scandaleux. Et j'aimerais quand même que les gens, ils cherchent sur Internet, qu'ils trouvent les contrats où il est écrit noir sur blanc que les biens juifs ont été ennemis, non, c'est marqué enemy custody, c'est parce que c'est un contrat qui est en anglais. C'est des biens juifs qui ont été volés et aujourd'hui, on ne veut pas les rendre. Et ben voilà, ça c'est un petit peu... L'histoire des Yéménites, elle est fascinante parce que depuis leur arrivée au Yémen, tout ce qu'ils ont subi, le fait qu'ils se soient intégrés, qu'ils aient subi des vexations, qu'ils aient continué à vivre en ne demandant rien à personne, ils n'ont jamais fait de guerre, ils ont juste voulu vivre tranquillement là où ils étaient. Ils étaient juifs au Yémen, ça n'allait pas. Ils ont acheté des terres, on leur a dit que c'était pas à eux. Ils partent en Israël, ils bénéficient de terres qui ont été achetées par des juifs. Ils y habitent, ils vivent paisiblement autour de leurs sages. Eh bien, ça ne va pas non plus. Les Arabes arrivent à nouveau, ils les jettent et ils arrivent quand même à essayer de revendiquer leurs droits quelques années plus tard. Et on trouve quand même des bonnes âmes aujourd'hui qui considèrent que c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, pour la petite anecdote, les Juifs yéménites, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est une communauté importante parce que ça représente plus de 400 000 Israéliens.
d'origine yéménite, puisque juste après la guerre d'indépendance, on est en juin 1949, va démarrer l'opération Tapis volant. Tapis volant, ça a un côté un peu Aladdin parce qu'on est dans l'Orient. Opération Tapis volant qui va durer jusqu'en septembre 1950 et on va avoir à peu près 50 000 juifs du Yémen, c'est-à-dire 99,9% des juifs du Yémen, qui vont fuir le Yémen et être amenés, rapatriés, on pourrait dire, en Israël. Et donc les quelques milliers qui étaient là avant la guerre d'indépendance, plus les 50 000, vont faire qu'aujourd'hui on parle de plus de 400 000 juifs d'origine yéménite. Donc ça reste... c'est devenu une communauté importante, mais avec une histoire dont on a parlé qui est incroyable. Très riche, qui est vraiment incroyable et qui est spécifique aussi du peuple juif. C'est-à-dire cette volonté de vivre paisiblement là où il est, à cause des pérégrinations de l'histoire, qui revient quand même sur sa terre et qui doit encore prouver qu'il a le droit d'être là où il est. Voilà. Cette histoire, elle m'a semblé vraiment, vraiment très, très importante. D'abord parce que je trouve que l'histoire des Juifs yéménites, elle est belle, que c'est une histoire qui mérite d'être connue. Et quand on voit les répercussions aujourd'hui, c'est important de la connaître et de bien en comprendre les rouages avant de se laisser distraire par toutes les gros titres des journaux exactement qu'on entend aujourd'hui et qui ne leur rendent pas justice. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Jérôme, merci beaucoup pour toutes tes explications qui m'ont enrichi également. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle chronique et que vous nous rejoindrez bientôt pour la prochaine, dans quelques jours j'espère. À très bientôt, merci.